On n'a pas les réponses, mais on a les questions. La question d'après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la question d'après. On est super content de vous retrouver aujourd'hui et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est vos chroniqueuses Émilie et moi-même Elena. Bonjour. On excuse une nouvelle fois Fantine qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. À chaque épisode, on recevra un ou une invitée pour discuter ensemble de différents sujets qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir notre copain de Cinémascope qui a l'honneur d'être avec nous dans nos studios, Théo Schroeter. Bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va très bien. Ravi d'être là, d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Je salue Arthur qui n'a pas pu venir évidemment, mais on lui fait des bisous. Est-ce que tu peux juste nous expliquer et expliquer à nos auditeurs ce qu'est Cinémascope ? Cinémascope, c'est un projet que j'ai lancé avec un de mes grands amis, Arthur, parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'on avait beaucoup de conversations sur le cinéma et qu'on aimerait garder une trace de ces conversations-là. Donc on a commencé à les enregistrer, à les publier sur Spotify, sur YouTube, où vous pouvez retrouver évidemment les derniers épisodes. On en a quasiment un par semaine, on essaie de se fixer un rythme, même si de temps en temps on n'est pas très bon en organisation. Mais et voilà, du coup c'est vraiment pour garder une trace de nos conversations tous les deux. Et si ça peut faire profiter des gens, c'est du bonus. Et ça fait combien de temps ? Ça va faire... J'ai peur de me planter sur les dates. Arthur nous écoute. Le premier épisode, c'était Superman de James Gunn, qui était sorti, juillet, août. De 2025 ? Ouais, 2025. Ah, c'est tout récent. Et avec toi et Cinémascope, du coup, on va aborder la question du jour qui est quelle est l'influence du cinéma dans la société ? On a une conscience que c'est une question qui est hyper large. Désolée Théo. Et donc c'est pour ça qu'on va aborder certains points. Lesquels sont-ils ? Et bien aujourd'hui, on va parler d'écologie, de politique, des droits sociaux, mais aussi des métiers du cinéma. Par où tu veux commencer Théo ? Alors je propose qu'on commence par l'écologie. Allez, parce c'est que le plus logique. Voilà, c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Moi j'ai une première question du coup. Vas-y. Je te tape direct dedans. Allez, c'est parti. Je suis prêt. Pour toi, en quoi le cinéma il est directement lié à l'écologie ? Alors je dirais pas qu'il est forcément lié de par sa nature, mais le cinéma c'est un art et comme à l'égard d'autres arts, il est là pour dénoncer, il est politique, il est là pour faire avancer peut-être la société ou alors juste des prises de conscience. Et donc c'est un des grands sujets, ou du moins un sujet qui revient de plus en plus au cinéma, c'est l'écologie. Parce que l'écologie, c'est un thème qui est de plus en plus actuel. Depuis environ les années 2000, on en parle de plus en plus, que ce soit en politique, dans les campagnes de prévention, etc. Et le cinéma, c'est une industrie, et une industrie qui pollue aussi beaucoup. Donc il y a un contraste qui est intéressant entre c'est bien, on fait des films pour défendre l'écologie, etc. Mais d'un autre côté, c'est beaucoup moins joli. Est-ce que tu penses que les films peuvent vraiment sensibiliser le public à ces enjeux ou pas ? Je pense que oui. Après, ça dépend forcément de la sensibilité de la personne, du spectateur en l'occurrence. Mais pendant très très longtemps, le cinéma sur le thème écologique, c'était surtout des documentaires. Parce qu'on montrait des espèces en danger, des écosystèmes en train de mourir, etc. Ça fonctionnait, mais à une petite échelle. Parce que les films documentaires, c'est loin d'être les films les plus grand public. C'est les films de fiction qui ont pris le relais depuis... encore une fois à peu près les années 2000, et les films de fiction, ils vont se baser sur quelque chose de dystopique, ou alors de la sensibilisation, des messages d'espoir, souvent comme cœur de cible les jeunes, comme par exemple dans les dessins animés, je pense à Wall-E, le film de Disney, sorti en 2008, qui va dépeindre vraiment les dangers de la surconsommation jusqu'au point où les humains vont s'exiler de la planète. Vraiment, on est dans une presque dystopie parce que ça reste l'univers de Disney, ça reste bon enfant. Encore une fois, le cœur de cible, c'est les enfants. Mais ça va sensibiliser autrement que par le choc. Est-ce qu'il y a un film qui a changé ton regard ou tu penses qu'il y a un film qui peut vraiment changer le regard d'une population tout en entier ? Moi, j'aime énormément les films chocs parce que je trouve que le message passe vraiment directement. On ne va pas essayer d'enrober un peu tout ça de douceur, etc., même si ça marche à beaucoup d'égards. Par exemple, l'un de mes films préférés du studio Ghibli, c'est Princesse Mononoke, qui est un film que je trouve extraordinaire parce que c'est poétique, etc. Et ça, c'est un film écologique parce que ça va questionner sur le rapport entre l'humain, les sociétés humaines, l'évolution de l'industrie et la nature, et l'essence même de la nature. Donc ça, c'est pas forcément un film choc, mais en film choc, je pense surtout à l'excellent
J'insiste, pardon, excusez-moi, j'insiste. Et j'insiste de ma part à moi et de la part d'Arthur, parce que c'est lui qui a proposé ce film-là pour le sujet de l'écologie, et l'excellent Soleil Vert, sorti en 73, qui va dépeindre... donc il y a une histoire qui est là, mais le décor, donc c'est un décor extrêmement dystopique, on est plongé au cœur d'un New York surindustrialisé, avec énormément de problèmes de surpopulation, il y a énormément de pénuries alimentaires, donc tout ça tourne aussi autour du manque d'eau, etc. Donc c'est un film choc, et je pense que les films chocs font passer mieux les messages. Et c'est ce film qui a changé ta vision, tu penses ? Je pense, oui. En quoi il a changé ta vision ? Est-ce que tu te vois faire des choses dans la vie de tous les jours où tu disais avant, avant que tu le faisais pas, quoi ? Alors probablement pas, parce qu'après, nous, on est une génération, je trouve, on nous a beaucoup plus éduqués tôt à ces problématiques-là. Le film dont je parle, donc Soleil Vert, il est sorti en 73, à une époque où c'était vraiment... On ne parlait pas de ça, parce que c'est l'ère du progrès. On est là pour faire de plus en plus de choses, pour industrialiser énormément de choses. Et c'est presque contre-productif de sortir un film comme ça. C'est un vrai pari qu'il a pris le réalisateur là-dessus. Donc à ce moment-là, peut-être, à cette époque-là, il y a eu énormément de visions qui ont évolué. Moins de mon point de vue personnel par rapport à ce film-là, parce que les gestes écologiques, on les a depuis qu'on est tout petit, en tout cas pour ma part. Est-ce que le message écologique, tu penses qu'il passe mieux par la fiction ou par des discours politiques ou médiatiques ? Je trouve que c'est deux approches qui sont très différentes. Ça va dépendre beaucoup du spectateur, parce qu'encore une fois, on parle d'art, donc ça dépend. Je sais que c'est pas une réponse extraordinaire, ça dépend. Le subjectif, c'est jamais une réponse formidable. Mais je trouve que par la fiction, on s'attache énormément aux personnages, on a de l'empathie pour eux, et on veut vraiment essayer de trouver une solution pour eux. C'est vraiment le principe de l'attachement même, c'est extrêmement simple dit comme ça, mais c'est ce qui va faire que ça fonctionne. Pareil dans les films documentaires, le petit singe dans la jungle qui meurt parce qu'il n'a plus d'environnement, ça fait quelque chose, on s'attache au petit singe. C'est bête dit comme ça encore une fois, mais par les discours politiques, etc., ça n'a pas la même portée. Ça, c'est sûr. Et parlons un peu de politique, puisque le cinéma, il a toujours été très lié à la politique. Pourquoi, selon toi ? Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le cinéma, c'est une œuvre en entière, c'est de l'art pur et dur. Donc si on veut sensibiliser sur des discours politiques, par l'art, c'est un vecteur que je trouve formidable. L'un de mes exemples de cœur, c'est énormément de mobilisation, de manifestations, des mouvements entiers d'activistes qui sont fondés sur un film qui est peut-être l'un de mes films préférés pour le coup, sorti en 2005. Je parle de V pour Vendetta. Alors pour ceux qui ne voient pas à peu près ce que c'est, on est dans un Londres dystopique, un État fasciste, inspiré du Troisième Reich, inspiré aussi des fictions de George Orwell, 1984, son roman. Le héros s'appelle V pour Vendetta. Voilà, c'est pas... Le titre révèle beaucoup. Mais vous voyez le visage, pas le visage, mais l'incarnation de V, de ce révolutionnaire-là. Parce que si vous avez traîné un petit peu dans les médias ou sur Internet, vous voyez le masque Anonymous, par exemple. Le masque Anonymous vient de V pour Vendetta. Et ça a été un symbole extrêmement fort dans énormément de mobilisations, notamment à Londres, au moment de l'emprisonnement de Julian Assange, le cofondateur de Wikileaks, quand il avait été emprisonné pour la liberté de la presse, pour lutter contre un fascisme. Après, la définition là-dessus, c'est pas exactement ça, mais bon, ça, c'est pas très important. On arborait ces masques-là. Moi, j'aime bien deux films qui sont des adaptations. Je pense que tu en as déjà parlé, je les ai vus en cours notamment. Fahrenheit 451 et aussi La Servante écarlate. Bon, La Servante écarlate, c'est pas un film, c'est une série. Mais les deux sont très politiques, en fait, parce qu'elles agressent directement le gouvernement, on va dire. Même pas agresser, elle le critique, en fait. Et je trouve que ça fait réfléchir quand on regarde ça. Parce que déjà, La Servante écarlate, c'est vachement choquant. Je regarderais pas ça avec ma famille, quoi. Tu t'enfermes dans ta bulle et puis tu te dis ok, bon, ça c'est un peu choquant, quoi. On va passer ou on va oublier. Et après, c'est surtout que c'est l'évolution du gouvernement et comment ils vont retourner ce système-là qui est vachement imprégnant. Enfin, on se lie d'amitié avec le personnage, donc c'est pas mal. Et est-ce que tu penses que ce genre de film, ça peut changer ta vision, ton opinion politique ou ta vision de l'histoire ? Mon opinion politique, peut-être par juste de l'éducation, tout bêtement, se rendre compte que quand on vit dans un État où il y a énormément de propagande, etc., alors il faut faire attention parce que le cinéma, ça a été aussi très longtemps un outil de propagande,
pendant la Seconde Guerre mondiale notamment, chez les Russes, dans l'Allemagne de 1933. Est-ce que tu as un film etc. qui te vient en tête, pardon, par rapport à ça? J'ai rien qui me vient là tout de suite. Après, oui, Non, là j'ai rien de... ils mettaient les jeunes devant l'écran et c'était souvent les soldats en action qui faisaient ces films de propagande. Oui, beaucoup. C'est le moment où le cinéma a vraiment... C'est envolé. Le vrai essor du cinéma, c'était ça. Hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, énormément de films, ça se basait toujours sur ça. On ne prenait pas en compte l'avis du parti adverse. On mettait la vision quelque chose. Les autres, on s'en fiche. Même des films très récents, hein, notamment le film Pearl Harbor, que vous avez peut-être vu. Alors, c'est enrobé dans vraiment une dans une romance, etc. Mais le fond, c'est les Japonais attaquent, donc l'attaque de Pearl Harbor, mais on n'a pas tout ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé pendant, parce qu'après, on s'est rendu compte que le gouvernement américain était au courant que Pearl Harbor allait être attaqué. On diabolise vraiment l'ennemi, et c'est souvent dans le cinéma américain d'ailleurs. Ah bah j'allais te poser la question justement. Et j'allais te poser, est-ce que tu penses pas que c'est tous les films d'Hollywood qui sont comme ça? Oui, il y a énormément de ça, parce qu'en Europe, on est beaucoup plus nuancé. Peut-être, alors là vraiment c'est une pure théorie, il faudrait que je me renseigne un peu plus, mais peut-être par rapport à l'Union européenne, comme énormément d'ennemis maintenant sont plus réunis, peut-être que du coup on essaie d'être un peu plus nuancé sur des propos. Mais oui, non, le cinéma américain, par rapport à la politique américaine, on a des ennemis, des amis et des gens neutres. Il n'y a pas de nuance. Est-ce que tu penses que du coup certains films ils peuvent être dangereux, voire même manipulateurs? Oui, je pense qu'il faut quand même, surtout sur des films politiques, des films chocs, ou même des choses un peu plus nuancées, il faut toujours essayer d'avoir un esprit critique là-dessus. Il ne faut pas se lancer dans quelque chose si on n'est pas un minimum éduqué sur le sujet, je pense. Même sur les films qui viennent de sortir récemment et qui vont sortir prochainement? Je pense notamment au Mage du Kremlin, qui est sorti vraiment récemment, là. Et quelques semaines. Et oui, c'est exactement, il y a moins d'un mois. Et il a été beaucoup critiqué parce que c'est un film hollywoodien qui parle de Poutine. En gros, c'est une forme de biopic, mais c'est pas vraiment un biopic. Ils ont essayé de... on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les bonnes sources, du coup, c'est plus un biopic. Bon, ils ont fait leur magouille, hein, on est un peu habitués. Mais il a été accusé par beaucoup de critiques de faire, en revanche, l'éloge de Poutine et de presque légitimer la guerre en Ukraine. Et c'est dangereux, surtout vu le contexte géopolitique actuel, avec ce qui se passe entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Est-ce que vraiment le film est si anodin que ça? Est-ce qu'il n'y avait pas un message derrière? Ça, je ne sais pas. Bonne question. Mais à part la politique, on va changer un petit peu de sujet. On va te demander si tu as une réponse et si tu sais pourquoi les luttes sociales elles trouvent autant d'écho dans le cinéma. Encore une fois, parce que les droits sociaux, c'est un sujet qui est de plus en plus actuel. On se diversifie énormément au niveau des films. On a beaucoup de grands films, par exemple dans les plus grands films français, il y a énormément de classements qui ont été faits, mais il y a un film qui revient énormément, c'est La haine de Mathieu Kassovitz, qui va dénoncer le racisme dans les cités, les violences policières, les tensions entre les ethnies au sein même des cités. Et ça, c'est un film choc pour le coup. Et juste, tu penses à quoi quand on te dit droits sociaux? Droits sociaux, pour moi, je pense surtout représentation des minorités ou des gens discriminés. Toutes les causes féministes, etc., qui ont été énormément reprises au cinéma. Je pense notamment à l'excellentissime. Ah, mais je ne suis absolument pas objectif, je suis navré. L'excellentissime Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, sorti en 2023. Le scénario est extrêmement particulier, ça je l'admets. En fait, on va suivre les aventures d'une femme enceinte qui a été ramenée à la vie par un docteur. Et ce docteur-là va remplacer le cerveau de la femme enceinte par le cerveau de l'enfant. Voilà. Ah oui, donc, spécial. Donc ouais. c'est spécial, mais qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener que du coup, cette femme-là, elle va vivre ses aventures à elle. Elle va quitter le docteur pendant un moment, elle va vivre ses aventures. Et on va se rendre compte qu'en fait, elle, du coup, elle a un cerveau d'enfant. Et elle va être vraiment confrontée à toutes les violences que subissent les femmes, physiques, sexuelles et toutes les autres. Et c'est une vraie réflexion. C'est un angle d'attaque qui n'avait jamais été exploré avant et que je trouve super intéressant. Comment l'innocence d'une enfant aperçoit les violences dans ce monde. Et donc le cinéma, ça peut faire évoluer certaines mentalités, notamment sur le féminisme et sur les causes LGBTQ+, tu penses? Je pense, oui, j'en suis convaincu, parce que c'est comme tout art, comme tout autre art, mais je pense
Le cinéma, c'est l'un des arts qui est le plus représenté aujourd'hui. Ça va vraiment faire une prise de conscience. Et c'est ce qui, je pense, va le plus influencer l'opinion publique. Et une fois que l'opinion publique est convaincue, les mentalités évoluent. Et est-ce que le cinéma, il doit forcément prendre position, selon toi ? Ça, c'est un débat super intéressant. Moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas en la neutralité sur n'importe quel sujet. Donc à partir du moment où... Mais c'est vrai, rien que la manière de parler, etc., on n'est jamais neutre dans la vie, je trouve. Même si on ne fait pas exprès, on ne veut pas forcément faire passer un message, mais on reflètera toujours nos opinions par le traitement de l'information dans le journalisme, par exemple. Dans attention, la manière d'abord... Attention, t'as pardon, deux journalistes en face de toi, attention. Je suis en territoire ennemi, pardon. Donc, est-ce qu'il doit forcément prendre parti ? Non, parce que les gens font ce qu'ils veulent, honnêtement. C'est pas une responsabilité, je pense, du réalisateur. Après, c'est mon avis personnel. Mais il y aura toujours... On va toujours comprendre comment le réalisateur veut qu'on interprète son film. T'as un film en tête qui a rendu des inégalités plus visibles aux yeux du monde ou pas ? Ben, je pense vraiment, je vais en reparler, hein. C'est terrible, hein. La haine de Mathieu Kassovitz, parce que les violences policières, on en parlait, etc. Le film a été inspiré de violences policières en France. Il y a des images du film où c'est vraiment un vrai reportage qui a été diffusé à la télévision française de violences policières. C'est même l'intrigue principale du film. Et je pense que ça a donné une visibilité extraordinaire à ces causes-là, qui avant, enfin, c'était les jeunes de cité, s'ils étaient en cité, c'était de leur faute, etc. etc. Il y avait vraiment tout noir, tout blanc. Le film est en noir et blanc, petite vanne un peu cinéphile. Mais oui, ça donne énormément de visibilité et je pense que ça peut vraiment faire évoluer les choses, surtout dans les années qui viennent, parce qu'il y a énormément de débats. On va probablement, à mon avis, la prochaine grande cause au cinéma qui sera abordée, ce sera la transidentité, je pense. Les changements de genre, etc. Même si la cause LGBT n'est pas encore énormément représentée, surtout représentée dans le cinéma français, forcément. Oui. Parce que c'est au sein de l'Europe qu'il y a... C'est encore un peu tabou. C'est encore un peu tabou, mais ça, c'est la politique qui fait que il faut que le film fasse des entrées quand même, il faut qu'un film soit rentable un minimum. Donc, je pense que c'est les grands thèmes qui vont être abordés dans les prochaines années. Après, je sais qu'il y a le film de Ahmed Silla qui est sorti là cette semaine, je crois, ou la semaine d'après. Lequel ? L'infiltré. L'infiltré, c'est ça. Ah oui, ok. Oui, j'ai pas vu encore. Moi non plus. Je te propose qu'on aille le voir ensemble. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais du coup, il se déguise en femme. Alors, c'est un rôle qu'il adore faire, notamment, il l'a dit sur les plateaux TV. Et il adore jouer, notamment quand il est sur plateau. Il adore en jouer. Enfin, il est très fort d'ailleurs. Mais je pense que ça, c'est une manière en fait humoristique de dire bah ça existe en fait et il faut l'accepter quoi. Ouais, je pense que surtout le mettre par l'humour, ça peut permettre à des gens qui sont extrêmement réfractaires à l'idée. Tout à fait. Au moins juste de poser une graine comme ça. On va voir si elle va germer ou pas, mais poser une graine de ça existe. Pour l'instant, tu trouves ça drôle. Peut-être qu'après, ça va te faire réfléchir. Quand tu vas voir d'autres films qui vont un peu plus en parler, et un peu plus en parler, et un peu plus en parler, vraiment petit à petit, peut-être que, et j'espère au maximum, que ça fera évoluer ces causes-là. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle dans le cinéma aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est une menace réelle, sachant que tous ces thèmes que le cinéma aborde, dont on a parlé aujourd'hui, montrent que c'est bien plus qu'une simple image, en fait, le cinéma. C'est un art qui, dans la plupart des temps, est très cathartique. Très, très bien dit. Merci. Oui, c'est une menace qui, selon moi, est très, très, très importante. Alors, il y a à différents niveaux et à différentes strates dans la création, que ce soit de l'IA générative qui va juste écrire des scénarios, après souvent ça se voit, ou des parties de scénarios, du coup c'est un peu plus discret, etc. Attends, je te coupe juste. Est-ce que tu penses que La femme de ménage, elle a été écrite par l'intelligence artificielle ? La femme de ménage, moi je ne regarderai pas ce film pour des raisons évidentes d'actrice qui est présente dans ce film. Hein, Sydney Sweeney, pour moi c'est un nom, au vu des dernières polémiques, etc. Donc dans tous les cas, là-dessus, je ne suis pas assez renseigné pour donner une vraie réponse. Et le livre, est-ce que tu penses qu'il a été... Parce que là aussi, c'est une adaptation ? Oui, mais je n'ai pas lu le livre pour le coup, donc je ne saurais pas dire. Tu rates quelque chose. Je suis désolé. Il faudrait que tu le lises. Ah, vas-y, allez. Tu me l'offriras, je lirai, promis. Je te relance dans ta question. Vas-y. C'est parti. Dans ta réponse. Donc, que ce soit donc de l'IA générative dans les scénarios, mais en France, on est énormément touché par les voice actors.
Je pense à Brigitte Lecordier, qui a porté plainte récemment parce qu'on pouvait prendre la voix de personnages à elle. Donc Brigitte Lecordier, pour résumer, c'est des grandes voix des dessins animés en France et de beaucoup de films. Des voix dans Dragon Ball Z, la voix de Oui Oui, c'est Brigitte Lecordier. La voix de Oui Oui, pardon, mais c'est pas rien. Et il y a énormément de personnalités. Il y a eu Donald Renew, oui c'est ça, qui a fait, par exemple, c'était le doubleur de, comment il s'appelle, Andrew Garfield, les Spider-Man, et il avait fait énormément de dessins animés aussi. Il y a eu le Touche pas à ma VF, qui était un hashtag qui a tourné pour donner de la visibilité à cette cause, que je trouve très importante parce que c'est des métiers qui sont voués à disparaître à un moment où de plus en plus de personnes s'y intéressent et de plus en plus de personnes veulent devenir doubleurs grâce aux réseaux sociaux en partie, parce que c'est là-dessus que ça a donné énormément de visibilité à ce métier-là, qui est un métier très important. Et donc oui, l'IA, c'est un vrai danger. Et pour le coup, je ne sais vraiment pas comment on peut lutter contre. Donc pour toi, les doubleurs, ce sont les métiers le plus en danger dans le cinéma. C'est peut-être pas le métier le plus touché, mais c'est la cause je pense, en France, comme on n'a pas Hollywood, etc., on a des films... on a une manière de faire en France le cinéma qui est extrêmement différente que dans plein d'autres pays, en partie à cause du CNC, enfin grâce au CNC, etc. On peut penser aux grèves de scénaristes qui avaient eu lieu il y a quelques années aux États-Unis, parce que leurs métiers sont malheureusement voués à disparaître à cause de l'IA générative. Et on risque de perdre cette âme du cinéma avec l'automatisation de l'intelligence artificielle ? J'espère pas. J'espère pas. Après, il y aura toujours forcément des gens qui vont vouloir faire ça pour l'argent, donc qui vont écrire leurs films avec l'IA parce que c'est beaucoup moins coûteux, etc., etc. Mais je pense qu'il y a aussi une manière de faire, surtout en France, le cinéma pour l'art, pour la beauté du cinéma. C'est très abstrait dit comme ça. J'ai l'impression d'être Jean-Luc Godard quand je vous parle, c'est terrible. Hein. Mais on salue Arthur, référence à Jean-Luc Godard évidemment. Mais il va adorer. Il va adorer. Il nous fait des imitations sur Cinémascope. N'hésitez pas à voir l'épisode sur le mépris. Bien sûr, je fais ma pub en même temps, je suis désolé. Mais on a une manière de faire le cinéma qui est extrêmement différente des autres pays, et je pense que c'est encore des métiers passion. Et les métiers passion, je pense que c'est le dernier obstacle face au danger de l'IA. Mais tu penses que ça disparaît de plus en plus parce que le public, il n'a pas conscience de ce qui est en train de se passer ? Parce que je pense qu'on n'éduque pas assez le public aussi. Parce qu'on en parle sur les réseaux sociaux, etc. Mais les grands cinéphiles qui nous parlent de films yougoslaves des années 90, oui, je parle de toujours la même personne, toi Arthur, qui nous écoute. Il va me détester pour avoir dit ça. Il va me détester. Pardon, excusez-moi. Mais ils ne sont pas assez éduqués sur ce sujet-là parce qu'on n'en parle que sur les réseaux sociaux. On n'en parle pas beaucoup dans les médias traditionnels. À la télévision, on en parle rapidement, mais ce n'est pas un des grands sujets. Et je pense que le CNC devrait avoir un rôle à jouer là-dessus, un rôle de sensibilisation. Une vraie campagne de sensibilisation du CNC devrait être faite là-dessus. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'on cherche plus le divertissement au-delà de simplement... aujourd'hui, on ne va plus au cinéma pour voir un bon film, on va au cinéma pour se divertir. Et c'est là où on ne fait plus trop la nuance, en fait. Je ne sais pas, honnêtement, parce qu'il y a quand même... ces dernières années, on a eu là, je parle en France, on a eu des grands films à gros budget, Le Comte de Monte Cristo, par exemple, gros budget, et il y a énormément de personnes qui sont allées le voir, oui, pour se divertir, mais par le divertissement, il y a quand même la beauté en soi du film. Alors là, la beauté visuelle, même si le scénario est très bien écrit, parce qu'en même temps, c'est un livre d'Alexandre Dumas, évidemment. Les cascades sont incroyables, les Carmine aussi. Donc les armes, tout, et les décors. Moi, c'est les décors qui m'ont vraiment fait quelque chose sur ce film. Parce que extraordinaire, le port de Marseille. De toute beauté. Et non, je pense quand même, encore une fois, qu'on peut faire quelque chose d'intéressant en dehors du simple divertissement. Parce que pour moi, c'est très lié, le divertissement et la beauté du cinéma. Moi, quand je suis diverti, c'est parce que le film est incroyable, le film est beau, il y a des plans, il filme ça, champ contre champ. Oh, incroyable. Mais t'es cinéphile, toi, c'est pas la même. Tout le monde n'est pas Théo. Exactement. Et on a une dernière petite question pour toi, très importante, pour conclure cet épisode. Si toute la population française devrait voir un seul film dans sa vie, lequel choisirais-tu et pourquoi ? Ah ouais, c'est une question très dure. Un petit peu difficile. Un petit peu difficile. Mon Dieu, alors là... C'est la question surprise. Un seul ou deux, si jamais c'est trop dur. Alors, en fonction de ma réponse, peut-être que Cinémascope va s'arrêter, parce qu'il y aura quelqu'un qui ne sera pas content. Arthur, on s'excuse. En film français, en film... Alors, fais-nous un film français et un autre. Ah non, moi je pense que
Tu Un peux seul. tout choisir, en N'importe vrai. quoi. N'importe quoi. Moi, je vais sortir mon film de cœur, Allez. V pour Vendetta, encore une fois. Ah là là. Mais pourquoi Tu te Parce que répètes, tu te mais répètes. c'est un film qui, je trouve, éduque énormément sur donc, d'accord, la politique, mais comment on peut agir face à une décision de l'État qui ne nous convient pas trop, par exemple. Dans un État fasciste, là, ça parle vraiment de résistance, etc. Mais on ne va pas prendre un héros. Le héros, il n'a pas de prénom, il s'appelle V. Il a un masque tout le long, on ne voit pas un millimètre de sa peau. Enfin, si, un petit moment, on voit sa main. Bon, c'est tout. On voit sa main, mais on ne voit même pas vraiment sa main. Mais c'est vraiment un symbole qui est incarné. Juste, c'est un film qui, je trouve, donne énormément d'espoir. Même si, dans la vie, tout est contre vous, tout va pas bien, il y a toujours de l'espoir. Et même un seul individu peut commencer à faire changer les choses. Et dans le contexte international actuel, est-ce que tu penses que ce film, il est encore plus intéressant que ce qu'il était avant ? Oh que oui. Oh que oui. Là, c'est le film à voir. Ah oui, non mais regardez-le. Il est disponible nulle part en revanche. Vous serez obligé de le louer. Obligé. Il est louable sur YouTube d'ailleurs, 3,99 €. Waouh, Merci bien. pour cette petite pub. C'est extrêmement cool, parce que du coup je l'ai regardé il y a 2 semaines. Là je me suis refait parce que j'avais tellement envie de me le re-regarder. Mais non, c'est un film extraordinaire. D'accord. Eh ben, merci Théo d'avoir répondu à l'appel pour ce joli épisode entre copains. Avec grand plaisir. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Question d'après. Et d'ici là, continuez à vous poser des questions. C'est peut-être ça, la question d'après.